la muqueuse intestinale, et qui est donc le lieu d'échange d'aliments. Et en détruisant cette, cette bobine en l'os, ça va entraîner un syndrome de malabsorption très important. Et ce syndrome de malabsorption aboutit à la formation, à la survenue d'un retard saccharopondéral chez l'enfant. Les trichomonoses intestinales donc, sont dues à ce qu'on appelle trichomonas intestinalis, qui cette fois-ci va se déplacer en utilisant des flagelles, donc qui vont permettre au parasite d'être mobile et de se mouvoir dans le milieu dans lequel il est. Là aussi, pendant très longtemps, on l'a considéré comme un parasite non pathogène, mais avec l'infection à VIH, donc il est considéré comme maintenant comme un parasite opportuniste qui va être responsable de manifestations cliniques, donc un syndrome dysenterique qui, lorsque n'est pas pris en charge correctement, peut aboutir à une mortalité. Le fait des troubles électrolytiques, ça va entraîner notamment chez les enfants. Et dans ce cas-là également, on peut observer une localisation extra-intestinale qui constitue donc une complication de cette pathologie. Et là aussi, les organes les plus touchés sont les organes du voisinage. C'est d'abord le foie, ensuite les poumons qui peuvent être touchés et entraîner donc des traitements secondaires. Vous avez un autre parasite qu'on appelle le Balantidium coli, donc qui lui ne va pas se déplacer par des pseudopodes ou bien par des flagelles, mais qui va présenter à sa surface donc des cils, qui sont des petits poils très nombreux donc sur la surface du parasite et qui vont lui permettre donc de bouger dans la lumière colique, parce que c'est un parasite qui est plus localisé au niveau du côlon et qui va entraîner également un syndrome diarrhéique dysentérique, parce que tout simplement là aussi, il est capable, comme les amibes pathogènes, de produire des substances qui vont éroder la muqueuse, la faire saigner et permettre sa multiplication dans la sous-muqueuse, entraînant donc un abcès à ce niveau-là. Et donc, ce syndrome dysentérique, lorsqu'il n'est pas pris en charge correctement également, va aboutir à une mortalité qu'on peut observer fréquemment chez l'enfant. Concernant les métazoaires, donc selon les organismes, ce sont des parasites donc pluricellulaires avec parfois donc une différenciation très nette. Donc le premier qui était le plus fréquemment rencontré, donc c'est l'ascaridiose, donc qui est dit à un parasite qu'on appelle Ascaris lumbricoides, qui pendant très longtemps a constitué le parasite le plus fréquent au sein de nos populations. Et ça a touché pratiquement un quart de la population du globe. À certains moments, la tendance est à la baisse, tout simplement parce qu'il y a des stratégies qui ont été mises en place pour réduire fortement la prévalence de ces pathologies. Mais fait-il qu'il est considéré encore comme un problème de santé publique et entraîne également des décès, notamment chez les enfants, donc plus de 20 000 décès par an, du fait des complications qu'on peut observer. Lorsque ces parasites sont très nombreux et sont présents chez l'enfant, ça va entraîner des déficits alimentaires très élevés, très importants, qui vont également aboutir à des retards saccharopondéraux. Mais surtout, de temps en temps, on peut observer des parasites en très grand nombre qui vont entraîner des complications chirurgicales à type, donc, ils vont bloquer complètement, boucher complètement la lumière intestinale et entraîner donc, on dirait, une complication qui nécessite obligatoirement donc une intervention chirurgicale. Et il y a à peu près 5 ou 6 ans à Albert Royer, donc on a eu un enfant qui présentait donc plus de 800 ascaris dans son intestin et qui a été pris en charge chirurgicalement au niveau du service de chirurgie, et ça a permis donc de sauver cet enfant-là. Mais de plus en plus, donc, ce parasite a tendance à disparaître du fait des stratégies de prévention qui sont mises en place dans les différents pays. L'oxyure, donc c'est vraiment le parasite de l'enfant, parce que c'est exceptionnel qu'on trouve des adultes qui sont touchés par ce parasite. Donc il est dû à Enterobus vermicularis. Donc c'est un parasite qui est cosmopolite et qui est très répandu dans le monde, mais qui touche à 98%, si on peut dire, de l'enfant. Donc avec un symptôme, un signe particulier, donc qui est le plus anal, on va ça tout à l'heure, mais donc c'est un parasite qui est inféodé à l'enfant.
dont les adultes vont vivre dans des léons et les femelles, une fois fécondées, vont migrer à travers donc, le tube digestif pour aller jusqu'au niveau du rectum et sortir au niveau de l'orifice anal pour pouvoir pondre leurs œufs à ce niveau-là. Et c'est un parasite qui est très, très, très tenace, dans la prise en charge est très difficile et ça entraîne beaucoup de chutes malgré un traitement efficace. Et donc là, il faut des mesures particulières, drastiques pour pouvoir traiter ce parasite qui est fréquemment rencontré chez les enfants. Le trichocéphale, donc, qui est responsable de la trichocéphalose et qui est lui un parasite qu'on appelle Trichoeris trichiura, donc qui est un parasite localisé également au niveau du tube digestif et qui va entraîner, surtout lorsqu'il y a des infestations massives, lorsqu'il y a plus de 20 parasites, donc une maladie grave, parce que tout simplement c'est un ver qui est hématophage et qui va entraîner une spoliation sanguine journalière par ver non négligeable, ce qui fait que donc plus il y a des parasites, plus le risque d'anémie est important et plus le risque de mortalité également est élevé. Donc là aussi, c'est un parasite qui est très fréquent chez l'enfant. Les ankylostomes, donc parce qu'il y en a deux, donc vous avez Ancylostoma duodenale et également Necator americanus, qui est également présent dans la zone. Et donc, là aussi, c'est des vers qui sont hématophages et qui donc, vont entraîner une spoliation sanguine assez importante et qui, in fine, aboutissent à la mise en place, ou en tout cas à une anémie qui peut être sévère en fonction du nombre de parasites. Et là aussi, le diagnostic doit être posé très rapidement pour une prise en charge correcte et rapide, tout simplement parce que les complications peuvent être importantes en termes de mortalité si le nombre de parasites est assez élevé chez l'homme. Vous avez également les angulules, donc, qui vont être responsables d'angulose, et le parasite qui est responsable, il s'appelle Strongyloides stercoralis, qui également est un parasite hématophage, qui va entraîner des infections sévères et parfois même très mortelles, rapidement mortelles si la prise en charge n'est pas adéquate, et surtout s'il y a un terrain d'infection rétrovirale sous-jacent. Donc, s'il y a une infection par le VIH, ou bien dû à autre cause iatrogène par exemple. Donc ça va entraîner donc des anguloses malignes avec des anémies sévères et en fonction du nombre et de l'importance des parasites, ça va aboutir à une mortalité très rapide, très rapide chez les hommes. En ce qui concerne donc les vers plats, donc là, on a trois groupes de parasites qui peuvent être responsables de l'infection chez les enfants. Le premier, le plus connu, c'est les ténias. Donc, deux types de ténias, plusieurs types de ténias, mais ceux qu'on rencontre le plus souvent dans nos zones et qui touchent les enfants, donc c'est ténia saginata, qui est le ténia du bœuf, et ténia solium, qui est le ténia du porc. Mais vous avez également d'autres types de ténias qu'on peut observer dans nos contrées. C'est notamment donc le Diffidobothrium platum, qui qu'on appelle communément le botryocéphale. Et vous avez l'Hymenopus nana, donc qui va être responsable d'hyménopilase également, qui est rencontré, même si sa prévalence n'est pas aussi élevée, mais on peut en observer fréquemment dans nos zones. La particularité, c'est que pour tous ces ténias-là, les manifestations cliniques sont identiques, quelles que soient les espèces, et la prise en charge